J'ai le plaisir d'accueillir Serge Blisco. Bonsoir. Bonsoir. Alors Serge Blisco, vous êtes le président de la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En deux mots, vous êtes médecin de formation, ancien député maire socialiste du 13e arrondissement de Paris. Vous êtes président donc de la Miviludes depuis 2012 et reconduit donc pour 3 ans début octobre. C'est une mission anti-secte, on va dire, rattachée au Premier ministre en France, à Manuel Valls. Première question, Serge Blisco, combien y a-t-il de groupes, de mouvements considérés comme sectaires en France aujourd'hui? Alors c'est bien évidemment très difficile à compter, puisque une des caractéristiques de ces groupes, de ces mouvements, c'est de se cacher, de ne pas apparaître en pleine obscurité. Par définition. Par définition. Mais on estime qu'il y a aujourd'hui, et puis en plus le paysage a beaucoup changé. Nous avions des grands mouvements dont tout le monde a entendu parler il y a quelques années, qui était d'ailleurs un mouvement de taille moyenne, mais on parle beaucoup de la scientologie. On va en reparler de ça, oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une atomisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits groupes et autour d'une personne. Et ces groupes sont encore plus dangereux que ces grandes organisations. Mais on peut quand même donner un ordre de grandeur, c'est quoi? C'est plusieurs centaines? Oui, on dit aujourd'hui que 500 000 personnes sont aujourd'hui embrigadées à plus ou moins en France dans ces mouvements sectaires. 500 000, c'est quand même pas mal, ça veut dire que c'est près d'1%, enfin 0,8%. Voilà, et donc 20% des Français ont eu un moment ou un autre un contact, qui heureusement n'a pas été suivi d'effet, avec un groupe qu'ils considèrent comme sectaire. C'est un nombre qui est plutôt en augmentation ou en diminution? Je crois que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter à cause de cette atomisation des petits groupes. Alors vous avez remis donc un rapport récemment au Premier ministre. Alors c'est un rapport 2013-2014, il a mis un peu de temps à être... Pourquoi il a mis du temps? C'est des raisons administratives? Oui, et puis ce sont aussi des raisons politiques. Puisqu'on avait terminé en novembre 2014, et quand on devait trouver une date, il y a eu les attentats de janvier 2015 à Paris. Et bien sûr, c'était très difficile ensuite de revenir dans l'actualité. Quelle est la mission en fait de la Miviludes? C'est en même temps d'alerter le gouvernement et d'informer le public, c'est ça? Le grand public, et en même temps de détecter ce qui est en train d'apparaître et puis de lutter, c'est-à-dire d'accompagner les victimes dans un parcours judiciaire. Nous n'avons pas une fonction d'enquête ni une fonction judiciaire. Vous ne pouvez pas vous-même aller porter plainte, par exemple, en tant que Miviludes en justice? Non, mais on peut évidemment entourer, accompagner les entourages, les familles, les victimes, quand elles sont... parce qu'elles sortent souvent très désemparées et très désorientées de mois ou d'années d'emprise. Et parce que la caractéristique de la dérive sectaire, c'est quand même l'emprise mentale que certains groupes et certains individus ont sur des personnes qui étaient peut-être un peu vulnérables au moment où elles les ont rencontrées. Alors vous parlez vous-même de dérive sectaire, c'est aussi dans le sigle Miviludes. À partir de quand un mouvement, un groupe est considéré comme une secte? Est-ce qu'il y a des critères? Oui, bien sûr, il y a des critères. Et ces critères sont... je peux les donner rapidement. C'est d'abord l'emprise sur les personnes qui est faite par ces... On appelle ça des gourous dans le langage de tous les jours. Et puis, il y a souvent... des malversations financières. À propos de gourou, là on voit, c'est l'ordre du Temple solaire. Voilà. Ça c'est Raël, je crois. C'est des anciennes affaires qui ont marqué l'actualité. Oui, qui ont marqué et qui sont aujourd'hui, depuis des années, qui sont sous notre vigilance, sous notre regard. Je vous ai interrompu, pardon. Et puis il y a surtout la rupture avec l'entourage, avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, avec les parents, avec le travail, avec l'école. Tout ça est très inquiétant. Et souvent les familles viennent nous voir, on ne le reconnaît plus, on ne la reconnaît plus. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était en famille, et tout d'un coup, quelque chose de bizarre s'est produit, et progressivement, au fur et à mesure, ce que j'insiste, c'est toujours très progressif. Et alors, justement, cette rupture avec la famille, c'est une des caractéristiques de la dérive actuelle de la radicalisation islamique. C'est ça, aujourd'hui, qui est ce qui vous inquiète le plus, qui est au cœur de vos préoccupations? Bien sûr, parce que nous avons quand même 150 jeunes Français qui sont morts sur les champs de bataille, des centaines qui sont partis, alors à des degrés divers, certains qui sont revenus et qu'il faut surveiller. Et puis, il y a quelque chose qui nous interroge. Il y a plus de 6000 signalements aujourd'hui dans ce pays de jeunes. Ça commence très tôt, 13, 14 ans, jusqu'à 30 ans, 35 ans, et qui sont ce qu'on appelle en radicalisé ou en voie de radicalisation. Alors, notre rôle, c'est de faire de la formation et de trouver des moyens qui ne sont pas évidents d'empêcher d'aller trop loin. C'est donc de prévenir les familles, et c'est pour ça qu'avec le gouvernement, il y a ces fameux numéros d'appel, ces vidéos Vous travaillez d'ailleurs, je crois, avec Dounia
Bouzard. Nous travaillons avec Dounia Bouzard. Qui est une sociologue, en fait, qui est en contact avec les familles. Qui est en contact avec les familles. Moi, je suis très effrayé par cette solitude qui maintenant est heureusement combattue des familles et leur façon d'être plongées dans un drame épouvantable. On interviewe ici ou là des personnes dont les enfants ont disparu, qu'ils soient physiquement plus là, ou alors qu'ils soient partis, ce qui revient à peu près au même, et qui, avec même parfois des petits-enfants, et qui ne reviendront plus. Mais vous, la Miviludes, vous considérez que le recrutement djihadiste, par exemple, que le fait de suivre Daesh, c'est une dérive sectaire? On peut considérer ça comme On peut considérer que pour beaucoup d'individus, pas tous, puisqu'il y a d'autres circuits, je pense à ceux qui passent par la case prison et la délinquance, où c'est une sorte de nouvelle vie qu'ils veulent acquérir avec cet engagement dans Daesh, État islamique. Mais pour nous, la dérive sectaire est là, en particulier dans la rupture, dans la volonté de ne plus être comme on était avant, et d'abandonner famille, études, formation. Alors on a vu derrière vous des réseaux sociaux, on a vu Internet. Internet joue un rôle fondamental aujourd'hui dans le recrutement. Dans le recrutement, la radicalisation, et surtout sur le fait que des personnes qui se trouvent un peu vulnérables, un peu en recherche, en interrogation, trouvent des réponses qui sont des mauvaises réponses sur Internet. Et c'est ça finalement qui depuis maintenant 10 ou 15 ans est la grande différence avec les mouvements comme l'Ordre du Temple solaire dont vous avez projeté des photos. C'est qu'aujourd'hui Internet est le vecteur principal, les réseaux sociaux, le vecteur est le multiplicateur. Et le multiplicateur. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose de voir ou de revoir un extrait d'une intervention dans ce 64 minutes du sociologue Gérald Bronner, que vous connaissez bien, parce que c'est un sociologue qui a contribué au rapport de la Miviludes, qui a été remis au Premier ministre, et donc où il confirme, vous allez voir, le rôle d'Internet qui favorise la diffusion des croyances sectaires. Écoutez. Ce qui caractérise la dérive sectaire, si vous voulez, c'est la radicalisation de l'esprit. Alors en fait, plutôt que de parler de secte à proprement parler, ce qui m'intéresse, c'est l'objet radicalisation. Et cette radicalisation, pour ce faire, il faut qu'elle se fasse en groupe. Il est très rare de voir un individu qui se radicalise tout seul. Donc auparavant, avant Internet, pour se radicaliser, il y avait un obstacle géographique. Il fallait pouvoir rencontrer physiquement des individus qui étaient radicaux comme vous, qui pensaient de façon extrême. Et donc, fort heureusement, ces processus de radicalisation étaient assez rares. Il y avait cet obstacle géographique. Aujourd'hui, en quelque sorte, Internet permet de liquéfier cet obstacle géographique et on peut rapprocher les gens. Voilà, l'obstacle géographique n'existe plus. On peut se rapprocher, même si on est porteur d'une forme de rareté mentale. Voilà, Miviludes, par exemple, vous pouvez, d'une certaine manière, contrôler ce qui se passe sur Internet. Vous êtes équipé pour ça? Non, nous ne sommes pas équipés parce que nous sommes effectivement une toute petite structure. On a l'impression que nous sommes une administration, mais nous sommes 15 personnes. En revanche, nous travaillons aujourd'hui, puisque la loi le permet depuis 2014, avec ceux qui traquent en quelque sorte ce qu'on appelle les cybercriminels. Donc ce sont des unités très spécialisées de la police et de la gendarmerie et qui sont aujourd'hui habilités à rentrer dans ces réseaux sociaux pour voir ce qui s'y passe. Avant, on avait une fonction d'observation. Aujourd'hui, on peut peut-être aller plus loin. Voilà. Et aller plus loin, ça veut dire que vous êtes une sorte d'entonnoir, vous recevez cette information et puis vous la redistribuez? Absolument. Absolument. Et puis, on observe nous-mêmes les sites radicalisés, les sites qui incitent au départ. Et Gérard Bronner a raison. C'est qu'aujourd'hui, Internet permet une formidable accélérateur et un facilitateur de tous ces contacts. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'église de Scientologie. Elle est en ce moment en procès en Belgique. Pour vous, il n'y a aucun doute, cette église donc de Scientologie, c'est plutôt une secte qu'une église. Absolument. Moi, je marque une certaine réticence quand vous dites église. C'est ce qui s'appelle comme ça. Il s'appelle, mais vous savez, ils ont été condamnés définitivement, y compris par la Cour de cassation et en dernier ressort en France, pour escroquerie en bande organisée en 2013. Donc voilà. Et le procès belge va, je pense, aboutir à des conclusions qui seront assez voisines. Donc il est certain que l'église de Scientologie, puisqu'elle s'autonome église de Scientologie, la Scientologie est un mouvement qui reste dangereux et qui surtout s'attaque à des personnes en vulnérabilité en leur soutirant beaucoup d'argent. Encore le dernier mot, on a l'impression que la dérive sectaire, justement, que les sectes, c'est un sujet dont les gens
parle, mais qui n'est pas en fait pris vraiment en compte par les autorités publiques, par les pouvoirs publics. Est-ce que je me trompe? Écoutez, je voudrais vous dire que depuis que la mission existe, elle avait un autre nom auparavant, nous avons toujours eu le soutien du gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Et je vous rappelle que quand même le grand acte législatif, qui était la loi Abou-Picard, Madame Picard, députée de gauche, Monsieur Abou, sénateur du centre droit, et que cette loi a été votée à l'unanimité des deux chambres, Sénat et Assemblée. C'est suffisamment rare pour qu'on le note. D'accord. C'est une loi qui permet? Qui permet de poursuivre effectivement ce qu'on appelle l'abus de faiblesse par assujettissement psychologique, ce qui est le propre de l'emprise mentale et dans la dérive sectaire. Merci beaucoup Serge Biscot d'être venu parler de ces dérives sectaires en France sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions.